Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Le Maroc a abrité le 11 mai 2022 la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh, une coalition qui a été créée en septembre 2014 afin de lutter contre Daesh selon une approche multidisciplinaire, inclusive et holistique, réunissant des pays et des institutions régionales qui veulent indiquer les aspirations expansionnistes du groupe terroriste et démanteler ses réseaux. C'est la première fois que la coalition tient sa réunion ministérielle en Afrique, et cela pour plusieurs raisons. La première est que les récentes attaques terroristes en Égypte et au Togo confirment que l'Afrique est devenue une des principales cibles pour Daesh. À cet égard, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déclaré à l'ouverture des travaux de cette réunion ministérielle: Daesh détient l'infâme record de devenir le groupe terroriste le plus meurtrier du monde en 2021. L'Afrique, quant à elle, est devenue sa principale cible, subissant 41% de toutes les attaques de Daesh dans le monde. En 2021, l'Afrique subsaharienne a enregistré 48% des décès dus au terrorisme dans le monde, soit 3 461 victimes, ce qui porte le nombre de morts à 30 000 au cours des 15 dernières années. Et le Sahel abrite des groupes terroristes qui se développent le plus rapidement et qui font le plus de victimes dans le monde. Fin de citation. La deuxième raison de la tenue de cette réunion au Maroc est que le Royaume est le partenaire le plus actif et le plus efficace dans la lutte contre le terrorisme international. À titre d'exemple, quelques jours avant cette réunion, la police antiterroriste marocaine a interpellé à Berkane, en coordination avec le FBI, un partisan de Daesh pour son implication présumée dans la préparation d'un projet terroriste visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. En fait, le Maroc est coprésident de l'Africa Focus Group, relevant de la coalition internationale contre Daesh, et copréside également depuis 2016 le Forum mondial de lutte contre le terrorisme. Le Royaume abrite d'ailleurs le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme en Afrique. Mais avant de commencer notre discussion, écoutons le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à propos de la relation entre séparatisme et terrorisme. كما لاحظنا كذلك تقارب أكثر فأكثر بين الجماعات الانفصالية والجماعات En effet, الإرهابية. les liens pernicieux entre le terrorisme et le séparatisme sont les deux faces d'une même médaille. يضاف إلى ذلك تأثير الإرهاب على التنمية بإفريقيا. De plus, l'impact économique du terrorisme a coûté au continent une perte totale de 171 milliards de dollars, un montant qui aurait pu servir à promouvoir le développement économique et social de la région. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous reviendrons sur le bilan de cette réunion ministérielle de Marrakech et ferons le point sur la menace terroriste en Afrique et sur ce qu'il faut faire pour endiguer la circulation des combattants terroristes. Nous verrons aussi comment le Maroc travaille avec les États-Unis et d'autres partenaires pour lutter contre ce fléau. Pour débattre de toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts du Moyen-Orient et du terrorisme. Le premier, Norman Rule, est un vétéran qui a servi pendant 34 ans à la CIA. À ce titre, il a dirigé un grand nombre de programmes liés à l'Iran et au Moyen-Orient et a occupé le poste de directeur du département des affaires iraniennes. Notre second invité, Gordon Gray, est membre du Center for American Progress. Il est directeur de recherche au sein de ce think tank basé à Washington, D.C. et professeur à la School of International Affairs de la Pennsylvania State University. Il a travaillé pendant 30 ans en tant que diplomate et a été notamment ambassadeur des États-Unis en Tunisie entre 2009 et 2012. Auparavant, de 2005 à 2009, il a été sous-secrétaire d'État adjoint chargé des questions du Proche-Orient. Il a également été chef adjoint de la mission diplomatique en Égypte. Messieurs, soyez les bienvenus. Je vais commencer par donner la parole à notre chroniqueur J.D. Gordon. J.D., vous étiez un grand partisan du président Trump. Je voudrais vous demander, le président Trump a déclaré, pour justifier le retrait des troupes américaines de Syrie, que les États-Unis avaient vaincu le soi-disant califat du groupe terroriste Daesh.
Mais aujourd'hui, la plupart des experts sur ces questions de terrorisme ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Quel est votre sentiment à ce sujet? Well, you know, Adam, I was the Director of National Security under Donald Trump. But before that, I had been a Pentagon spokesman for several years when George W. Bush was in the White House. Vous savez, Adam, j'ai été directeur du Conseil de sécurité nationale lors de la campagne du président Trump et j'ai été porte-parole du Pentagone pendant des années sous le président Bush Jr. Ce que je peux dire, c'est que parfois, les dirigeants exagèrent leur rôle dans les opérations à succès et sous-estiment les aspects négatifs. Je ne pense pas que cela changera bientôt, mais c'est un fait. Si nous revenons aux déclarations du président Trump sur Daesh, lorsque Trump a commencé son mandat, Daesh contrôlait un tiers de l'Irak et un tiers de la Syrie, mais le président Trump a pris une position plus audacieuse que celle du président Obama, en assurant un combat de haute intensité des troupes américaines pour mieux combattre Daesh sur le terrain. Trump a également été plus audacieux quant à la poursuite des sources de financement du terrorisme. Par conséquent, on peut dire que les États-Unis ont obtenu des succès malgré quelques échecs, alors que les politiciens surestiment les positions à des fins politiques nationales. En fin de compte, nous devons encore allouer nos ressources pour travailler avec la coalition internationale de lutte contre le terrorisme. Okay, well, thanks for that, JD. Always good to have your Merci, Gigi. Gordon, vous avez consacré de nombreuses années au département d'État à la lutte contre le terrorisme, que ce soit à Washington ou sur le terrain au Moyen-Orient. Je voudrais savoir, que faudrait-il faire pour être plus efficace et parvenir à éradiquer ce fléau? On a longtemps cru qu'avec une large coalition militaire et l'allocation de ressources suffisantes, on parviendrait à gagner cette guerre contre le terrorisme, mais visiblement cela n'a pas suffi. Alors que faut-il faire pour y parvenir? Je pense que la poursuite des tactiques sans élaborer une stratégie globale est un combat qui ne peut malheureusement pas être gagné seulement par la puissance militaire. De plus, certains aspects qui réussissent concernant la mission prennent plus de temps, mais ils sont essentiels au succès dans ce système. L'un d'eux, c'est quand les citoyens sentent qu'ils bénéficient de leurs droits politiques et d'opportunités économiques, ou voire les deux. Deuxièmement, la promulgation d'une législation pour lutter contre le terrorisme. Troisièmement, renforcer les contrôles aux frontières. Et quatrièmement, prêter attention aux sources de financement du terrorisme dans la mesure où il est possible d'empêcher que le financement du terrorisme n'atteigne le niveau de la menace posée par les terroristes. Oui, c'est très intéressant. Je me tourne à présent vers Norman pour poursuivre l'idée de Gordon et revenir à ce que Gigi disait tout à l'heure, comme quoi ce n'est pas comme si nous n'avions pas réussi. En fait, nous avons tué Oussama Ben Laden, nous avons également tué 2 dirigeants successifs de Daesh en Syrie, le chef d'Al-Qaïda en Irak et de nombreux cadres d'Al-Qaïda dans le soi-disant Maghreb islamique, qui aussitôt tués sont remplacés par de nouveaux chefs. À ce propos, je vais vous lire ce qu'a écrit un analyste. Daesh est peut-être sous pression en Irak et en Syrie, mais elle n'est pas en voie d'extinction. Elle est plutôt devenue une multinationale qui se propage à travers des dizaines de groupes affiliés partout dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Une hydre qui se répand à la faveur des crises de gouvernance qui touchent de nombreux États fragiles sur un continent en proie aux conflits religieux et ethniques. Les territoires de ces États faillis sont si vastes que les franchisés de Daesh disposent d'immenses zones de non-droit pour se réfugier et métastaser. Je suis étonné de constater que si l'action militaire peut être utile et nécessaire, la clé pour vaincre le terrorisme est le développement politique et économique. Fin de citation. Alors, j'aimerais vous demander ce que vous en pensez. Comment faudrait-il faire pour concilier l'usage de la force et des politiques publiques de développement socio-économique? Merci de m'avoir invité, Adam. Ceci
est une excellente question. Je pense que lorsque nous examinons l'utilisation de la puissance, vous devez réaliser le fait que d'énormes réalisations ont été faites. Et parfois, elles ne sont pas annoncées ou pas immédiatement annoncées. Mais de nombreux dirigeants de Daesh, d'Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes ont été rapidement éliminés, ce qui a empêché ces groupes de mener certaines des opérations qu'ils avaient l'intention d'entreprendre. Ainsi, les efforts militaires et de renseignement sont essentiels pour contenir ces groupes, tout en mettant d'autres politiques en pratique. Mais comme l'a dit Gordon, ce sont des politiques à long terme qui doivent s'adapter à l'environnement local, répondre aux revendications locales et tenir compte des conditions géographiques, culturelles et historiques. Ce sont toutes des questions très compliquées, mais le contrôle des frontières et des finances et le règlement des griefs économiques empêchent tous ces groupes de prendre pied au sein de ces sociétés, ce qui est le moyen idéal pour vaincre le terrorisme, mais à court terme, les opérations militaires et le renseignement empêchent les groupes terroristes d'atteindre leurs objectifs. Eh bien, je voudrais souligner à propos de ce que Norman vient de dire, une phrase qui a été mentionnée dans la déclaration conjointe de la réunion ministérielle de Marrakech, à savoir que la guerre contre le terrorisme en Afrique passe aussi par des efforts en matière de politique civile de la part des partenaires africains. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Cela signifie que nous avons besoin d'une approche globale qui guide les dirigeants civiques et comprennent la culture, l'histoire et les exigences politiques de la société, ainsi que les limites des capacités financières. De ce fait, ils peuvent impliquer la communauté internationale dans la fourniture du soutien et de l'assistance nécessaires pour contenir ces groupes. Ainsi, les actions militaires et de renseignement sont très importantes, mais elles constituent une petite partie de la coopération pour résoudre le problème et font face à un danger immédiat, mais les aspects plus larges nécessitent des solutions civiles. Nous allons maintenant faire une courte pause avant d'examiner de plus près ces questions de développement et de politique à long terme pour vaincre Daesh, ainsi que le rôle que joue le Maroc dans la conduite de ces efforts. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre sujet porte aujourd'hui sur les efforts de la coalition mondiale contre Daesh et la réunion ministérielle qui s'est tenue à ce propos il y a quelques jours à Marrakech. Alors Gordon, approfondissons un peu cette question de développement. De toute évidence, il s'agit d'une priorité politique majeure pour le Maroc qui investit un capital politique et des fonds importants pour renforcer les institutions, les économies et les sociétés en Afrique. Et si on regarde de plus près, on voit que les pays en proie à la présence de groupes terroristes sont essentiellement des pays en faillite sur le plan de la gouvernance, n'est-ce pas? Alors, peut-on espérer rétablir un niveau minimum de stabilité pour vaincre le terrorisme? There's no question about it. It's going to be an uphill battle. Sans aucun doute, ce sera une bataille difficile, car les groupes terroristes ne sont pas uniquement au Sahel, mais ailleurs également. Les groupes terroristes ont réussi à exploiter les instabilités et les lacunes qui existent au sein de la société. Tant que ces instabilités resteront dans des zones non développées, les groupes terroristes trouveront un terrain fertile non seulement pour se développer, mais malheureusement pour prospérer. Concentrons-nous un peu sur le Maroc, Norman. Au début de cette émission, nous avons entendu les mots forts du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lorsqu'il a fait la liaison entre séparatisme et terrorisme. Je le cite. Le séparatisme et le terrorisme sont très souvent les deux faces d'une même médaille. La collusion contre la souveraineté et la stabilité des États, outre la convergence des moyens financiers, tactiques et opérationnels, crée une alliance objective contre les groupes terroristes et les séparatistes. Fin de citation. Le Maroc a ce problème avec le Polisario. Il y a des acteurs externes qui soutiennent le terrorisme. On voit aussi l'Iran et le Hezbollah qui étendent leurs activités pour déstabiliser l'Afrique.
ou encore la Russie qui envoie des milices comme le groupe Wagner au Mali, et il y a bien sûr l'Algérie qui continue d'armer et de financer le Polisario. Alors quel est l'impact de tous ces mouvements sur les efforts de la coalition internationale contre le terrorisme? Pensez-vous que les membres de la coalition mondiale traitent ces mouvements de manière appropriée? Cela rend la lutte mondiale contre le terrorisme plus difficile, car ce qui se passe ici, c'est que lorsqu'il y a un groupe séparatiste qui a beaucoup de refuges, beaucoup de financement et qui est généralement bien armé et bien entraîné, les membres de ces groupes migrent très rapidement vers les groupes extrémistes. Dans cette veine, le gouvernement marocain affirme que sur la base de nombreuses preuves, environ 100 membres du Polisario ont été transférés dans des groupes islamistes extrémistes en Afrique et que le chef de Daesh au Maghreb islamique était même un ancien membre du Polisario. State in the Maghreb was a former member of the Polisario himself. So in essence, these individuals bring the organizational Ainsi, ces membres apportent avec eux des compétences organisationnelles et une expertise militaire et tactique qui ne peuvent être acquises qu'au travers d'organisations séparatistes. Comme Gordon l'a sagement dit, à moins que le problème des États défaillants ne soit résolu, il y aura un environnement très favorable à l'établissement de groupes extrémistes et à moins que les efforts séparatistes ne soient éliminés, les gens seront dotés de la capacité de renforcer les groupes extrémistes et d'accroître leurs forces, notamment en Afrique. Toujours sur ce point, j'ai été surpris en constatant que lorsque tous ces ministres des Affaires étrangères étaient au Maroc, un grand nombre d'entre eux ont exprimé avec fermeté leur soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. En évoquant cette question du Sahara marocain, ils ont exprimé ouvertement et clairement leur condamnation du soutien de l'Algérie au séparatisme. Alors, quel est le sens d'une telle déclaration collective? Est-ce que cela peut avoir un réel impact? Cela a certainement un effet. En outre, un certain nombre de ces pays ont établi des consulats généraux dans cette partie du Maroc. C'est non seulement une reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, mais aussi, au vu du développement au commerce et à l'activité économique, un gage de stabilité dans la région. Par conséquent, il s'agit d'une déclaration puissante et cela indique également un engagement à développer l'avenir du Maroc et des citoyens de cette région afin qu'ils aient une alternative à l'extrémisme et au séparatisme. Gordon, que pensez-vous des propos du ministre marocain des Affaires étrangères à l'occasion de cette réunion ministérielle de la coalition mondiale quand il dit, je cite, « La coprésidence marocaine de cette première réunion de la coalition mondiale anti-Daesh en Afrique offre une plateforme supplémentaire au Royaume pour partager les expériences tirées de sa stratégie globale et intégrée de lutte contre le terrorisme, élaborée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. » Alors, que représente ce modèle marocain pour le reste de l'Afrique et pour la mobilisation mondiale contre le terrorisme? Well, I think at the broadest level, the fact that Morocco hosted this. Je pense que le fait que le Maroc ait accueilli cette réunion était important, car cela enlève tout fondement à la croyance erronée selon laquelle la lutte contre le terrorisme est un combat entre le Nord et le Sud ou entre le christianisme et l'islam. L'organisation de cette réunion ministérielle rejette complètement cette croyance et elle doit encore être réfutée. Cet accueil montre également comment le Maroc est devenu un exemple puissant de ce qui a fait ses preuves face au terrorisme. Good cooperation with the United States, good law enforcement and intelligence cooperation. Comme vous l'avez mentionné au début de l'émission, il y a une bonne coopération entre le Maroc et les États-Unis en matière de renseignement, ce qui a donné des résultats quant à la protection des deux peuples. Morocco's had legislation on the books since at least 2003. It's updated that legislation in 2015. En fait, le Maroc a pris des mesures pour empêcher la propagation du terrorisme.
Lorsque vous prenez, par exemple, tous ces éléments ensemble, vous constaterez que le Maroc est non seulement un pionnier, mais un leader en Afrique. Donc, si d'autres pays africains hésitent à suivre les pays européens à cause de leur histoire coloniale, ils sont peut-être plus disposés à suivre l'exemple marocain. Je voudrais élargir un peu la discussion avec vous sur ce point. Vous avez été ambassadeur des États-Unis en Tunisie et directeur du département Afrique du Nord au département d'État. Vous me disiez avant de commencer cette émission que l'Algérie est responsable de tout. Quel regard portez-vous sur le rôle des voisins du Maroc? L'extrême porosité de leurs frontières demeure un réel problème. Peu importe à quel point vous êtes un pays fort et sûr, si les pays qui vous entourent ne sont pas au même niveau, la question sécuritaire devient alors problématique. Écoutez, la Tunisie souffre d'un manque de capacité à lutter contre le terrorisme, en partie à cause de l'incapacité du régime de Ben Ali à financer l'armée. Et nous avons vu le résultat dans les assassinats politiques qui ont frappé l'opposition tunisienne en 2013 et en 2015. Nous avons vu les attentats terroristes contre le musée du Bardo et puis dans un hôtel touristique à Sousse. La Tunisie a réussi non pas à y mettre fin à ce genre d'attentats, mais aussi à réduire l'activité terroriste. Après, bien sûr, l'aide américaine exprimée par le gouvernement tunisien, celui-ci a pris les mesures nécessaires afin de protéger le peuple tunisien contre le fléau du terrorisme. Norman, je voudrais vous poser une question politique liée à la volonté américaine de poursuivre la guerre contre le terrorisme dans des zones reculées qui n'affectent pas directement les électeurs américains. Vous savez, nous parlons beaucoup du fait que c'est une guerre longue et que les défis sont encore plus difficiles quand il s'agit d'États défaillants qui alimentent le fléau du terrorisme. Pensez-vous que, d'un point de vue stratégique, les États-Unis auront suffisamment de patience pour atteindre ces objectifs? It's a great question. I think there are three parts to this. The first is, I believe intelligence cooperation that Excellente question. Je vais scinder ma réponse en trois parties. Premièrement, je crois que la coopération en matière de renseignement qui sous-entend les efforts de lutte contre le terrorisme dans la région se poursuivra, et ce pour de nombreuses raisons. Elle est peu coûteuse, elle est très efficace, et lorsqu'elle est appliquée de manière appropriée, elle permet aux dirigeants des pays de régler eux-mêmes ces problèmes. Par conséquent, je suis convaincu que les États-Unis poursuivront cette coopération dans la mesure du possible. Puis, en ce qui concerne le soutien militaire américain qui peut être requis pour ces pays, je pense que la question sera différente d'un pays à l'autre dans la région. Il y a aussi des considérations budgétaires à prendre en compte. Enfin, cela conduit à la nécessité pour le département d'État américain d'être bien financé et bien doté, car comme nous le savons et comme vous le savez surtout, les ambassadeurs à leur poste sont ceux qui sont capables d'organiser les efforts des différents éléments du gouvernement américain et de transmettre le plan d'organisation à Washington d'une manière significative et efficace au niveau des dépenses et également conforme aux exigences de l'État propre. Je pense que nous assistons à une augmentation des ressources du département d'État, mais je préviens que si nous ne maintenons pas cela sous une approche globale des éléments gouvernementaux, nous ne pourrons pas répondre aux revendications locales et nous ne pourrons pas créer un environnement hostile aux groupes extrémistes. De plus, l'impact du travail de renseignement diminuera à court terme. Gordon, je reviens vers vous pour réagir à ce que JD disait tout à l'heure, à savoir que les politiciens américains exagèrent parfois leur succès contre le terrorisme pour des raisons politiques. C'est la raison pour laquelle Donald Trump se vantait de pouvoir faire ce que les démocrates avaient été incapables d'obtenir. Quand Al-Quraishi a été tué, Joe Biden a parlé d'une grande victoire contre le terrorisme, mais on n'a pas l'impression pour autant que les problèmes sont résolus. Alors, que pensez-vous de cette gestion de la communication?
Le problème auquel vous avez fait référence concernant le fait de revendiquer le succès avant d'atteindre le but ne disparaîtra jamais. Ce qui est vraiment important, c'est que Norman a mentionné, c'est-à-dire atteindre le succès à long terme, ce qui nécessite une approche globale de la part du gouvernement, signifiant ainsi que tous les éléments de l'appareil politique étrangère américaine doivent disposer de ressources suffisantes, qu'il s'agisse de ressources militaires, de renseignements, de développement ou diplomatiques. Et nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Vous avez écouté des analyses très intéressantes de deux experts en terrorisme. Et j'ajouterai seulement ici que tous les dirigeants américains disent la même chose, à savoir que cette guerre ne peut être menée qu'avec nos partenaires. D'ailleurs, le Maroc a toujours prouvé à travers l'histoire qu'il se tient en première ligne en tant que partenaire majeur des Américains dans cette guerre, et peut-être que ce rôle unique n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur, que ce soit ici aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Je tiens à remercier notre chroniqueur J.D. Gordon. Merci également à nos deux invités, Norman Rule et l'ambassadeur Gordon Gray. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.